Rebonjour à toutes et à toutes. Il est 16 heures, donc je vous propose de commencer cet atelier qui est donc consacré à l'amélioration continue des processus de recrutement. On a un programme qui est riche, qui va nous permettre de voir trois visions, trois approches de l'amélioration des processus de recrutement. En premier lieu, on va voir le témoignage de Nicolas Roblin, donc, qui est chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité au sein de la DGFP, qui va nous présenter tout le travail de réflexion qui a été mené autour de l'ensemble du processus de recrutement, et notamment l'approche autour des nœuds du processus. Dans un deuxième temps, on aura le retour d'expérience de Fabienne Trombert, qui est chef de bureau de l'appui au service pour le recrutement au ministère de la Transition écologique et solidaire, et de Jean-Edmond Bessier, sous-directeur du recrutement et de la mobilité au ministère de la Transition écologique et solidaire, qui ont mis en œuvre, qui ont élaboré et sont en train de déployer un processus de recrutement des personnels contractuels en déclinaison du décret de l'été 2019. Et puis dans un troisième temps, on aura un témoignage de la mairie de Paris, de Madame Franck Manfredo, qui nous fera son retour sur la mise en place d'une solution de recrutement sans CV, qu'on a évoqué dans les précédents temps de ce séminaire EMRH. Donc on va avoir trois temps très complémentaires avec la vision, on va dire, interministérielle, un retour d'expérience terrain du NTES, et puis une ouverture sur des pratiques très innovantes en matière de processus de recrutement. Donc pour chacun des intervenants, on va prévoir 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. L'objectif étant que ce soit le plus interactif possible. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au travers de l'onglet questions qui doivent apparaître dans l'outil GoToWebinar, et on sélectionnera plusieurs questions à poser à l'intervenant à l'issue de sa présentation. Je vais laisser la parole à Nicolas Roblin pour nous partager son retour sur les travaux engagés de formalisation des processus de recrutement. Bonjour à toutes et merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc c'est d'abord un très grand plaisir de pouvoir m'exprimer devant la communauté RH, et donc pour présenter les travaux que nous avons commencé à engager donc en interministériel sur la formalisation de la fonction recrutement, fonction qui est pensée comme un processus. Alors peut-être un exposé en deux temps principaux. D'abord, remettre un petit peu en contexte les principaux éléments qui nous ont conduits à nous engager dans cet effort de formalisation en lien avec les ministères. Et puis, deuxième temps, pour essayer de préciser la manière dont les choses vont s'organiser, puisque c'est une démarche qui est en cours de déploiement. Alors, très rapidement, sur le chantier lui-même de transformation de la fonction recrutement. Vous en avez bien sûr entendu parler de manière assez fréquente. Nous sommes en train finalement de déployer le suivi et les conséquences finalement de cette loi de transformation de la fonction publique, donc la loi du 6 août 2019. Et comme vous le savez également, cette loi reconfigure les choses en matière de recrutement, puisqu'il y a une ouverture beaucoup plus large aux contractuels. Et puis, il y a aussi un appel de manière assez prononcée à davantage de mobilité au sein des versants de la fonction publique, au sein de la fonction publique en général. Évidemment, ce processus de déploiement, de suivi de la loi entraîne un certain nombre de conséquences. Donc évidemment, il faut toujours avoir en tête les grands principes juridiques qui restent absolument fondamentaux et structurants, notamment le principe d'égale admissibilité aux emplois publics. Mais parallèlement, il y a une démarche qui vise en fait à accompagner une montée en compétences, puisqu'on a vocation collectivement à faire en sorte que les recrutements soient davantage individualisés, qu'il y ait une adéquation plus forte entre les recrues et puis les fonctions, les postes. Et évidemment, ça ne se sépare pas de la nécessité d'avoir de nouveaux savoir-faire en matière RH. Et c'est le centre de la démarche que nous avons commencé à initier. Alors, la DGAFP porte évidemment un plan d'action pour la transformation de la fonction de recrutement. Et il y a eu à ce titre une réunion interservice qui a placé donc comme élément central et prioritaire l'organisation, la structuration et donc la formalisation
de la fonction recrutement. Donc, c'est le sens de la démarche que nous avons entreprise dans le cadre d'un groupe de travail. Je vais passer peut-être à la slide suivante. Alors, slide suivante, donc peut-être insister sur justement ce groupe de travail, consacré à la formalisation. Quels sont un peu les éléments qui a vocation, notamment, hein, pas seulement, ça n'est pas exhaustif, à mettre en exergue. Il y a un point qui est important, évidemment, qui est la capacité à gérer, à identifier, à faire évoluer finalement les viviers de candidats. Donc, il y a un travail autour du sourcing qui recoupe par ailleurs un autre GT qui est porté sur le même thème à la DGAFP. Il y a une question qui est fondamentale aussi, qui est la manière dont on s'entretient avec la personne qui souhaite accéder donc à l'emploi, la manière dont on travaille finalement cet échange, la manière aussi dont on lutte, le cas échéant, contre tout biais qui pourrait intervenir, et avec un regard qui doit être un regard affiné sur les compétences qui sont attendues par le candidat au regard des postes à pourvoir. Un point aussi important sur lequel je veux insister, qui est la nécessité finalement pour les structures, de manière assez significative, de porter sur elles-mêmes un regard qui est un regard à la fois analytique et un regard critique sur la manière dont elles organisent, dont elles s'y prennent concrètement, quotidiennement peut-être pour recruter. Et c'est un point important, c'est-à-dire que notre démarche est une démarche qui vise à permettre aux structures, aux organisations de s'interroger sur elles-mêmes et d'optimiser les processus de recrutement. C'est le sens du point suivant, c'est-à-dire que l'objectivation, l'analyse critique, la transformation, ce sont finalement tout autant d'éléments qui permettent de faire de l'innovation RH grâce justement à cette notion ou à cette action qui consiste à recruter. Et j'en viens à ce que je soulignais précédemment, c'est-à-dire que ce chantier, ce groupe de travail autour de la fonction recrutement ne se sépare pas d'une montée en compétences des acteurs eux-mêmes, des acteurs du recrutement eux-mêmes, puisqu'il s'agit là aussi en lien avec un autre GT, donc le GT3 de la DGAFP, qui porte sur cette fois la formation, la professionnalisation, donc la montée en compétences des différents acteurs en charge de la chaîne du recrutement. Alors, sur la formalisation elle-même, cette formalisation, il faut l'entendre comme un moyen qui est un moyen assez précieux, me semble-t-il, pour justement mettre à plat l'organisation, les processus, les procédures, et essayer d'optimiser ce qui peut et ce qui doit l'être dans une logique qui est une logique au fond de capacité de la structure à prendre soin de ses propres processus et à les rendre plus performants. Donc j'en viens à ce qui constitue le point de départ extrêmement structurant du groupe de travail que nous portons, donc le groupe de travail sur la formalisation du recrutement. Nous avons essayé de travailler non pas autour de la notion d'étape, mais autour de la notion de nœud. Une étape, c'est finalement simplement une scansion dans le temps, tandis que ce qu'on appelle nœud, c'est simplement un ensemble problématique. C'est-à-dire que, par exemple, on va considérer le recrutement comme lié à la sélection d'un candidat, et à chaque fois, pour chaque nœud, on va avoir à la fois des opportunités, des risques, des acteurs qu'il faut évidemment accompagner pour que la montée en compétences puisse se faire, et des outils SI. Donc l'idée, c'est de partager, ça va être de partager avec les ministères ces différents nœuds, ces différents points problématiques ou étapes problématiques, disons, pour essayer de répondre à leurs besoins, à leurs attentes, et de leur permettre de progresser dans le sens finalement d'une formalisation accrue, d'une compréhension accrue du processus. Je pense que par-delà les risques qui sont réels, puisque au fond, le recrutement est une espèce de double choix. On est choisi par un candidat et on a vocation, le cas échéant, pour un certain nombre de raisons, à choisir le candidat qui nous a choisi. Il y a aussi des opportunités, c'est-à-dire qu'il faut saisir le travail de formalisation, de mise à plat finalement du processus de recrutement comme une opportunité, encore une fois, pour innover, pour essayer de progresser
Et bien sûr, ce progrès ou ces innovations reposent là aussi sur une objectivation des processus. J'ajouterai un point sur cet aspect, c'est que cette objectivation des processus ne se sépare pas, et ça fait nombre avec une remarque que j'avais faite précédemment, ne se sépare pas évidemment de la nécessité d'avoir un cadrage juridique, d'avoir une sécurité juridique complète finalement quand on recrute, alors ou bien effectivement un fonctionnaire, ou bien un collaborateur qui sera un contractuel. En termes de méthode, en termes de façon d'aborder le travail avec la communauté interministérielle, donc le logigramme, c'est-à-dire le logigramme, c'est le document qui recense l'ensemble des nœuds, c'est-à-dire l'ensemble des étapes problématiques mettant à plat finalement la fonction recrutement en totalité ou en quasi-totalité. Le logigramme, il a une dimension qui s'associe à la co-construction. C'est-à-dire nous allons proposer à nos correspondants ministériels ce logigramme qui est un point de départ. C'est-à-dire nous allons leur demander de préciser, de compléter et d'amender. Et à partir de là, il y aura une itération qui va pouvoir se mettre en place et qui va pouvoir déboucher sur un référentiel, ou en tout cas un guide de structuration de la fonction recrutement. Alors, dernière slide, très rapidement. Donc, pour le dire là aussi de manière très vite, hein, sans trop anticiper sur ce GT que je vais animer dès demain, donc le mercredi 27 mai. Les choses se présentent de la façon suivante. Donc, on a pour chaque nœud, c'est-à-dire pour chaque étape problématique, à la fois les sous-étapes. Par exemple, là, vous avez l'ouverture de poste, vous avez le besoin RH, et vous avez un certain nombre d'étapes qui se manifestent. Et sur l'autre partie du document, on a les questions, et c'est ces questions-là qu'on va essayer de partager, sur lesquelles on va essayer d'interagir avec la communauté RH pour justement permettre d'amender, de compléter le document et in fine, finalement, d'avoir une organisation qui soit repensée, qui soit innovante de la fonction recrutement. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé les 10 minutes imparties. Je vous remercie de votre attention et je reste attentif à vos questions. Alors ça a été très clair, merci beaucoup. Tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Donc j'invite les participants à poser des questions si vous en avez pour pouvoir approfondir les enjeux et la structuration et l'approche du groupe de travail porté par Monsieur Roblin. Écoutez, bah, dans la mesure où... Ah, est-il possible d'avoir le support pour mieux voir le logigramme? Monsieur Roblin, je pense que vous vouliez conserver la primeur de la diffusion des supports au groupe de travail qui est organisé demain, c'est ça? Oui, oui, c'est volontaire. Je suis un peu désolé de frustrer éventuellement donc les personnes qui nous voient et nous écoutent, mais effectivement l'extrait du logigramme que j'ai proposé n'est pas parfaitement lisible. Voilà, je suis dans une logique un peu prospective. C'est un travail que j'entame, que je suis en passe d'entamer, donc avec donc des correspondants ministériels. Donc j'avais vocation à faire en sorte que le document reste non pas secret, n'exagérons rien, mais voilà, reste encore un peu à distance parce que je n'ai pas de retour d'expérience, notamment à faire valoir à ce stade. Alors, il y a une autre Alors, question. oui. Vas-y, Céline. Mais si, oui. Non, justement, j'allais dire qu'il y avait plusieurs questions qui étaient arrivées, justement, notamment 2 questions un petit peu qui peuvent se rejoindre. C'était une première question pour savoir en quoi ce logigramme se différencie un petit peu d'une démarche qualité et comment est-ce que les différentes, étapes que vous aviez, choisies pour ce logigramme avaient été identifiées? Alors, est-ce que le logigramme correspond ou non à une démarche qualité? Il y a effectivement cet aspect-là, mais il faut bien avoir à l'esprit la logique, qui est une logique partenariale, qui est une logique de
co-construction avec les ministères, avec les correspondants ministériels. Donc cet aspect est absolument fondamental et à mon avis prime la simple question d'une proximité qui peut être envisagée évidemment avec une démarche qualité. Parce qu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, de permettre aux correspondants ministériels de nous dire ce qui dans le processus, dans les étapes qui figurent à l'intérieur de chaque nœud, constituent des étapes particulièrement saillantes ou problématiques et qui vont faire par exemple apparaître des acteurs qui seraient des acteurs critiques pour lesquels une montée en compétences importante est requise. Donc la démarche qualité certes, mais ça n'est qu'un aspect. Alors pour répondre à la seconde question, comment est-ce que nous avons retenu les étapes, les scansions à l'intérieur de chaque nœud? On a fait un travail, j'allais dire, interne, en mobilisant de manière assez large les différents bureaux de la DGAFP et en travaillant donc avec un prestataire. Et donc, nous avons un document qui est assez riche, avec une vision qui est déjà assez ample. Et l'idée, c'est simplement à ce stade de confronter cette vision assez riche à ce que vont nous apporter concrètement les correspondants ministériels, dans une logique d'opérationnalisation. Donc, pour répondre à la question de manière un petit peu contournée, je dirais volontiers que le logigramme va subir une sorte de test et certaines étapes que nous avions privilégiées en interne vont finalement nous apparaître comme moins saillantes, moins importantes au regard du retour des correspondants qui se manifestera. Voilà. Alors du coup, il y a beaucoup de questions. Une des questions, c'est d'avoir, sans avoir le détail complet des logigrammes, quelques exemples de nœuds que vous avez déjà identifiés. Oui, alors je peux vous donner, je peux vous expliciter celui qui est à l'écran, donc qui est le nœud qui s'appelle ouverture de poste. Donc nous avons à l'intérieur de ce nœud des étapes, des scansions, donc qui peuvent être par exemple, donc on identifie au départ un besoin RH, on le confirme, et puis ensuite on progresse dans la scansion. Donc il y a par exemple l'idée qu'on va vérifier la soutenabilité budgétaire qui s'associe au besoin de recrutement, on va affiner le besoin, etc. Jusqu'à la fin de ce nœud qui nous fait passer à la présélection des candidats. Donc ça, c'est sur la partie processus de ce que vous avez à l'écran. C'est la partie, si vous voulez, des grandes scansions. Et vous avez ensuite les questions. C'est-à-dire qu'on a essayé de se mettre, pour ainsi dire, à ce stade, hein, c'est une façon de parler, à la place finalement de quelqu'un qui est dans un ministère, qui a un recrutement à faire et qui peut être amené à se poser des questions. Ce sont des questions que nous nous posons nous-mêmes, que nous nous sommes posées et sur lesquelles nous invitons nos correspondants à se positionner. Donc typiquement, je reprends, donc on a un besoin RH, on le confirme et on va avoir une question qui est une question finalement assez simple. Est-ce que le besoin qu'on a identifié peut être couvert autrement que par un recrutement? Et donc, il y a des possibilités qui sont suggérées, qui ne sont pas évidemment exhaustives, loin s'en faut. Donc, est-ce qu'on peut redéployer les missions, les postes des agents? Est-ce qu'on peut envisager une nouvelle priorisation des activités, ce qui pourrait rebattre les cartes en quelque manière? Est-ce qu'on peut penser à une réorganisation du service, etc. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque scansion, on ait finalement une question avec une série de suggestions permettant de répondre à cette même question, qui se trouve proposée à la réflexion collective de nos correspondants ministériels. Encore une fois, ça n'est pas, comme je l'ai dit, hein, ça n'est pas un point d'arrivée, hein, ce document. C'est vraiment un point de départ ou une œuvre ouverte, si vous voulez, qui a vocation à permettre d'être opérationnalisé, de favoriser une opérationnalisation qui permettra ensuite aux employeurs publics d'avoir les bons réflexes, j'allais dire, les attitudes fondamentales les plus pertinentes quand il s'agit d'engager justement une procédure de recrutement. Très bien. En effet, on avait plusieurs questions sur le fait de pouvoir un petit peu adapter cette méthode à différents types de postes, aux fonctionnaires ou à différents types de services. Donc là, vous avez bien répondu. Et on avait peut-être une dernière question très rapide sur vraiment un élément de langage.
il y avait un des participants qui se demandait ce qu'on pouvait entendre par sécurité juridique du recrutement. Si vous avez, voilà, vous pouvez y répondre. Alors, la sécurité juridique, le principe de sécurité juridique, finalement, c'est un principe fondamental. Ce que je voulais dire en parlant de sécurité juridique, c'est de prendre en vue les deux grands cas de figure qui existent, qui sont les cas de figure lorsqu'on recrute donc un agent fonctionnaire qui est en mobilité et lorsqu'on recrute un contractuel. Donc là, il y a tout un tas de points d'attention à avoir à l'esprit. Qui sont liés tout simplement au texte. En fait, en réalité, on a un cadre juridique qu'il faut toujours avoir à l'esprit et qui doit imprégner nos actes lorsque nous recrutons. Et ce que j'entendais par sécurité juridique, c'était tout simplement l'idée selon laquelle le logigramme n'explicite pas simplement des processus, mais j'allais dire ab initio dès le départ, il rappelle de manière relativement fréquente les grands éléments juridiques, les grands points du cadre juridique ou des cadres juridiques dans lesquels nous nous situons lorsque nous recrutons quelqu'un, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Roblin. Juste très rapidement, il y a deux questions fermées. Je pense qu'elle pourra apporter des réponses rapides pour terminer. La première, c'est la date prévue de sortie du guide. Il y a beaucoup de questions sur le sujet. Et la seconde, c'est est-ce que le groupe de travail porte uniquement sur les contractuels ou sur l'ensemble des recrutements et titulaires compris? Alors, je commence par la seconde question. Le logigramme, comme je l'ai dit, porte sur les recrutements fonctionnaires et contractuels hors concours. Et sur la première question, ce que nous avons en tête au niveau de la sous-direction, c'est de finaliser les choses au mois de septembre pour ce guide permettant de structurer la fonction recrutement. Merci beaucoup. L'exercice est complexe car le temps est très court. Je vous propose de passer à la suite. Pas du tout, c'était très bien. Très bien, merci. Et je vous propose de passer directement à la suite et donc dans la droite ligne à un retour d'expérience du ministère de la Transition écologique et solidaire qui a mis en place un processus justement de recrutement sur les contractuels. Et je donne la parole pour ça à Fabienne Trombert et Jean-Edmond Bessy. Alors, bonjour à tous. On vous entend, Fabienne. Je vous laisse commencer. N'hésitez pas à mettre votre caméra si vous... Merci beaucoup. Bonjour à tous. Les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont conduit une démarche de professionnalisation des acteurs impliqués dans le recrutement des agents contractuels. Cette démarche a été lancée dans la perspective de la mise en œuvre de la loi de la transformation de la fonction publique. Bon, vous le savez, ça vient d'être dit, cette loi élargit les possibilités de recours à des agents contractuels. Aussi, au ministère, nous devions nous préparer à en recruter davantage. Donc, vous le savez aussi, en contrepartie de cet assouplissement, le nouveau décret relatif à la procédure de recrutement des agents contractuels, qui a été publié en décembre dernier, prévoit que les ministères doivent mettre en place une procédure plus exigeante pour garantir la sélection, une sélection objective et transparente des futurs agents publics. Or, si cette loi de transformation bien avant cette loi de transformation de la fonction publique, nos ministères en fait recrutaient déjà pas mal de contractuels, sans compter les recrutements dans les cabinets ministériels. Au ministère de la Transition écologique et solidaire, on recrutait entre 100 et 150 agents par an. Donc, malgré l'importance du volume, on avait constaté que en fait, les modalités de recrutement n'étaient pas totalement satisfaisantes. Pour vous donner une petite idée de la situation, nos recrutements étaient directement effectués par les employeurs, ce qui est une bonne chose en soi, mais avec une intervention très marginale de la DRH.
La DRH, en fait, ne réalise qu'un contrôle succinct des recrutements, principalement pour vérifier l'absence de candidature de fonctionnaires. Elle contrôle l'adéquation de profil poste, mais uniquement sur CV et uniquement pour les lauréats qui sont retenus par les employeurs. De fait, notre DRH n'a que peu de visibilité sur la qualité des recrutements. Elle n'effectue pas de suivi du nombre de CV qui sont reçus pour chaque poste publié, n'a aucune visibilité sur les candidatures écartées et ne participe pas aux entretiens de recrutement. En outre, nous n'avons pas non plus d'outils de suivi des recrutements. Or, donc vous l'avez bien compris, la loi de transformation de la fonction publique a suscité une très forte attente de la part de nos services, notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés de recrutement, sans que les employeurs concernés n'aient véritablement conscience des contraintes de la nouvelle procédure à mettre en place et sans connaître non plus les exigences de ce type de recrutement. Aussi, en fait, il était vraiment nécessaire pour nous de faire progresser l'ensemble des acteurs impliqués dans le recrutement des contractuels en avançant en fait dans 3 directions. D'abord, donc il nous fallait définir et déployer un processus de recrutement que tous les acteurs concernés puissent s'approprier. Ensuite, il nous fallait proposer des outils simples et opérationnels permettant d'accompagner les acteurs du recrutement dans la professionnalisation de ce processus. Et enfin et surtout, il nous fallait répondre à cette injonction paradoxale qui était de ne pas complexifier le recrutement et même de le simplifier tout en renforçant significativement le niveau d'exigence. En plus de ça, nous devions prendre en compte 2 nouveautés très impactantes pour nos procédures qui ont été induites par les nouveaux textes. Tout d'abord, le fait que les postes vacants soient désormais publiés simultanément à la PEP pour les fonctionnaires et pour les contractuels. Cette nouveauté, en fait, nous oblige à modifier nos pratiques puisque jusqu'à présent, nous avions l'habitude de publier d'abord les postes à l'attention des fonctionnaires et ensuite, si les candidatures de fonctionnaires étaient infructueuses, à l'attention des contractuels. Deuxième nouveauté pour nous, la nécessité de créer une nouvelle instance d'entretien des candidats, comprenant un représentant de la DRH pour tous les recrutements en jeu ou les recrutements que nous pourrions effectuer directement en CDI. Et pour ce faire, en fait, nous souhaitions créer un comité de sélection. Dernière nouveauté importante, enfin c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose d'important pour nous, nous souhaitions porter une attention particulière au respect du principe d'égal accès à la fonction publique et aux règles de non-discrimination. Voilà, donc ça c'est notre constat en fait, nos enjeux et donc nous nous sommes lancés dans un double chantier. La mise en place d'une nouvelle procédure de recrutement plus exigeante, donc dans le cadre du décret de 2019-1414 et la proposition de nouveaux outils pour aider les recruteurs. Deuxième chantier, la mise en place d'un parcours de professionnalisation des acteurs qui interviennent dans le recrutement des contractuels. Alors, chantier numéro 1, donc procédure et nouveaux outils. Donc, nous avons commencé par préciser le rôle de chacun des acteurs concernés, en distinguant bien les acteurs RH, dont on voulait renforcer le rôle dans le pilotage des recrutements. Alors, pour nous, au ministère, dans nos ministères, c'est la DRH, puisque nos processus de recrutement des contractuels ne sont pas déconcentrés, et les bureaux RH de proximité qui sont présents dans toutes nos structures. Ça d'un côté, et de l'autre côté, les employeurs à qui nous souhaitons laisser la main pour conduire les entretiens, comme cela est préconisé dans nos lignes directrices de gestion qui donnent beaucoup plus de responsabilités aux employeurs. Nous avons consacré un petit peu de temps à cette étape en rencontrant quelques acteurs sous la forme d'ateliers participatifs. Et donc, ils nous ont exprimé des craintes et des attendus. Les employeurs, par exemple, nous ont exprimé leurs craintes de rigidification de la procédure et de contrôle supplémentaire que nous mettrions en place, alors que la loi en fait fait miroiter des assouplissements dans le recrutement des contractuels. De leur côté, les acteurs RH ont plutôt exprimé des interrogations quant à leur capacité
de disposer des ressources et des compétences nécessaires pour le renforcement de leur rôle dans l'appui et le pilotage des recrutements. Ils nous ont également demandé à être accompagnés et outillés pour l'application du décret. Donc cette étape en fait d'écoute, elle a été très structurante pour nous puisqu'elle nous a permis de mettre à plat toute notre chaîne de recrutement et elle nous a permis aussi d'identifier les 4 points clés fondamentaux qui apparaissent à l'écran, donc qui sont les étapes, les points clés de la réussite de notre démarche. Premier point clé pour nous, donc la nécessité, en fait, est apparue très vite d'articuler le recrutement des contractuels avec celui des fonctionnaires à l'intérieur de nos cycles de mobilité et de notre procédure de recrutement au fil de l'eau, et surtout de ne pas réinventer un autre process qui se superposerait à celui que l'on a. Ça conduit à développer un autre point clé qu'il nous fallait définir de manière, il nous fallait définir en fait la manière dont nous allions constater le caractère infructueux des candidatures de fonctionnaires avant de pouvoir autoriser le recrutement des contractuels. Donc, nous avons, pour ce faire, choisi d'ajouter une étape supplémentaire dans notre process de recrutement des fonctionnaires. Ainsi, désormais, les employeurs qui ont un poste vacant, ils reçoivent des candidatures de fonctionnaires et des candidatures de contractuels concomitamment, dès qu'ils publient un poste vacant à la PEP. Mais dans un premier temps, on leur demande de ne regarder que les candidatures de fonctionnaires, et si celles-ci s'avèrent infructueuses, c'est la DRH qui le constate et qui les autorise à passer à l'étape 2, qui est l'examen des candidatures de contractuels. Voilà. Troisième point clé pour nous, les outils que nous allions proposer devaient permettre une prise en main rapide de la nouvelle procédure, de ces étapes, et devaient permettre aussi de répondre rapidement aux attendus d'exigence que nous avions. Et enfin, tout le travail qu'on a réalisé pour améliorer nos pratiques et les postures de nos employeurs, on a considéré qu'il fallait l'étendre et en faire profiter l'ensemble des recrutements, y compris celui des fonctionnaires. Voilà, dans la diapo suivante, vous verrez apparaître un aperçu de quelques outils que nous avons mis en place pour aider les recruteurs. Ces outils, comme je viens de le dire, sont applicables à la fois au recrutement des contractuels et à la place des fonctionnaires. Donc, pour vous citer quelques exemples, nous avons proposé par exemple une trame d'expression et de qualification des besoins. C'est le premier sur la gauche. Donc, c'est un outil très important pour nous parce qu'il permet à chaque recruteur qui a un poste vacant dans sa structure de se poser les bonnes questions au moment de revoir la rédaction de sa fiche de poste. De quelles compétences j'ai besoin, à quel niveau d'exigence j'ai pour chaque compétence attendue. Et ce sont ces compétences bien pensées qui devront être mises dans la fiche de poste et qui devront être évaluées pour chaque candidature. Et c'est cela qui permet l'égal accès en fait du traitement de toutes les candidatures. On n'examine pas les candidatures sur d'autres critères. Autre outil intéressant, nous avons également proposé une grille d'analyse des entretiens. Donc, cette grille permet d'évaluer les compétences qu'on avait précédemment répertoriées et on a fait une proposition de scoring pour évaluer le niveau de compétences de chaque candidat, ce qui permet bien de les comparer les uns par rapport aux autres et parfois d'avoir des surprises. Certains candidats que l'on pensait meilleurs, finalement, quand on additionne les scores obtenus, et bien finalement, c'est pas forcément un meilleur candidat. Enfin, autre outil pratico-pratique, une checklist de toutes les étapes à suivre pour chaque recrutement que les recruteurs cochent au fur et à mesure. Alors, c'est pas les seuls outils, hein. Nous aussi, nous avons confectionné des tableaux de suivi des candidatures, on a fait des schémas, on a proposé des logigrammes pour expliquer la loi de 84, etc., des lettres types. Voilà, ensuite, on est passé au chantier 2, qui est l'élaboration d'un parcours de professionnalisation du recrutement des contractuels.
Ce chantier a duré 2 mois. Donc, la nécessité de mettre en place un parcours de professionnalisation des contractuels avait été identifiée dès le départ, mais la conduite et les réflexions menées dans le chantier 1 nous a permis en fait de clarifier les objectifs. Et donc, notre parcours de professionnalisation a 3 objectifs. Garantir que tous les acteurs du recrutement respecteront bien les obligations légales qui sont décrites dans le décret relatif à la procédure de recrutement des contractuels. S'assurer que les acteurs prennent bien en main les outils qu'on a élaborés pour eux afin de fluidifier le recrutement tout en le sécurisant et en sécurisant surtout le principe d'égal accès à la fonction publique. Enfin, il doit permettre de monter en compétence, de faire monter en compétence tous les acteurs petit à petit, selon les petites marches là, que vous voyez apparaître sur l'écran, voilà, afin d'assurer la réussite des recrutements. Voilà, pour la dernière diapo, je vous ai mis des exemples de formations qu'on a prévues dans le cadre de ce parcours de professionnalisation. Donc, on a un parcours différent pour les acteurs RH et pour les recruteurs directs. Pour les acteurs RH, on a prévu un kit du recrutement qui est à la fois pour les contractuels et pour les fonctionnaires et qui détaille toute la procédure et le rôle des acteurs, à savoir l'appui et le conseil au recrutement. Hein, c'est là-dessus qu'on voulait les faire monter en compétences. On a aussi monté pour eux une formation spécifique d'une journée, donc sur le recrutement des contractuels, pour qu'ils se familiarisent, pour les aider à se familiariser avec les outils qu'on a préparés. Et pour les acteurs métiers, nous avons élaboré un autre kit qui réunit tous les outils qu'on a préparés et qui ajoute également des conseils pour la conduite des entretiens, pour mener les évaluations. Voilà. Et nous avons complété ce kit par un module d'e-formation un peu plus ludique pour les initier à la particularité du recrutement des contractuels. Voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite et que je suis dans les temps. J'en ai terminé avec ma présentation. Alors, il y a beaucoup de questions, mais c'est toujours la même. La question est, est-il possible d'accéder à ces kits? Et il y a notamment des questions de personnes qui sont OMTES, qui n'ont pas reçu les kits et donc qui souhaiteraient pouvoir y accéder. Donc, les kits viennent juste d'être terminés et pour l'instant, le chantier vient juste d'être terminé, ils sont à la validation du DRH et effectivement, après, on pourra les partager en termes d'outils qui pourront être utiles à d'autres ministères. Alors, c'était elle a été posée de nombreuses fois, mais c'était la seule question. Peut-être qu'on va laisser quelques secondes pour permettre à d'autres questions de s'exprimer. Voilà, donc les autres questions sont quels sont les exemples de contenus en termes de parcours de professionnalisation? Et une question connexe, c'est les formations sont-elles internalisées ou externalisées? Et dans ce cas, avec quel prestataire? Alors, oui, effectivement, nous avons fait appel à un prestataire qui est SIA Partners, qui nous a aidé à élaborer toutes nos formations et qui va nous délivrer une formation spécifique pour former les membres de la DRH qui participeront au comité de sélection que j'ai que j'ai très sommairement présenté et qui est une émanation du décret de 2019 qui exige qu'on fasse un second entretien pour tous les recrutements en jeu avec un représentant de la DRH. Donc notre prestataire SIA Partners nous fera une formation, formera les membres de la DRH qui participent à ce comité de sélection. Voilà. Sinon, il nous a aidé à élaborer le support de formation pour les acteurs RH. Voilà, avec des petits ateliers pour aider, pour apprendre les bureaux RH de proximité à recruter des contractuels, à bien comprendre la procédure, à bien comprendre quels sont les articles de la loi de 84 qu'il faut utiliser pour le recrutement.
Et un autre module également est prévu, mais sous forme d'e-formation. Là, c'est à destination des recruteurs. Donc, c'est un module un petit peu ludique. Ils s'initient tout seuls en cliquant sur leur ordinateur avec un petit parcours de formation, une sorte de b.a.-ba en fait. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On avait peut-être une dernière question sur l'élaboration des kits pédagogiques, notamment pour savoir comment est-ce que si vous étiez concerté avec d'autres ministères pour les produire éventuellement, ou si vous aviez eu des partenaires pour le faire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre, peut-être vous avez encore quelques minutes pour revenir dessus. Alors, on n'a pas sollicité d'autres ministères. C'est vrai qu'on a consulté un petit peu les guides qui existaient au ministère de l'Agriculture, par exemple, ou alors les guides qui existent également pour les questions de discrimination. Mais on a surtout interrogé en fait les acteurs RH chez nous et puis des employeurs pour savoir en fait de quoi ils avaient besoin. Exactement, qu'est-ce qui pourrait les aider, qu'est-ce qui pourrait leur être utile, plutôt des tableaux Excel pour quand il s'agissait de suivre les candidatures, ou plutôt des documents avec des cases à cocher. Enfin voilà, on a eu une démarche un petit peu marketing, mais en interne. Participative, voilà. C'est le mot. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la dernière séquence avec la présentation de Madame Franck Monfredo de la mairie de Paris, qui va présenter une approche innovante en matière de recrutement. Merci beaucoup Fabienne, merci Jean-Edmond. Une approche innovante en matière de recrutement sans CV. Donc je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Donc je vais vous présenter, comme vous l'avez dit, une expérimentation qui a été faite, qui a démarré l'année dernière en 2019 et qui continue cette année, de pré-recrutement sans CV via une start-up très innovante qui s'appelle Goshaba. Et ce pré-recrutement, il est basé sur les soft skills. Et nous avons réalisé 2 expérimentations pour recruter des vacataires ou alors des agents en mobilité interne. Parce que comme on l'a vu depuis le début de cette conférence, c'est très compliqué de recruter par biais de concours en étant extrêmement innovant. Donc, on a choisi, nous, de recruter des vacataires et des agents en mobilité interne. Notre premier souhait était de développer la marque employeur en montrant à quel point on pouvait être innovant. Et on souhaitait aussi être très innovant dans le fait où sans CV, on avait également une démarche très inclusive. Donc, on a fait 2 expérimentations à peu près en parallèle. Le premier, c'est un projet qui a été porté par la direction des affaires scolaires qui souhaitait professionnaliser le recrutement des animateurs vacataires de la ville de Paris. Donc, c'est un gros enjeu, un gros bataillon et d'agents pour qui il est important de recruter de manière sécurisée. Il y a 653 écoles qui dépendent de la ville de Paris pour 120 000 enfants. Et de ce fait, on a énormément besoin d'animateurs et on avait besoin de créer un vivier d'animateurs vacataires parce qu'il y a un très gros turnover dans cette population pour la bonne raison qu'il s'agit souvent d'étudiants. Et donc, au fur et à mesure d'avancement de leurs études, souvent, ils partent en cours de route et on a des besoins de remplacement immédiat. On avait aussi un absentéisme assez élevé dans cette population-là. Et donc, on doit veiller à ce que les contraintes en matière de sécurité soient assurées. Donc, les 3 objectifs que nous avions et dont je vous ai parlé au démarrage, c'était d'améliorer la marque employeur et de la direction des affaires scolaires et de la ville de Paris, et puis montrer son attractivité auprès des candidats. C'est ce qu'on voit depuis le début de nos interventions aux uns et aux autres, c'est de faire en sorte de réussir à recruter et de fidéliser nos candidats.
On avait également un autre grand objectif et gros objectif, c'était à la fois de déterminer nos besoins aussi. Qu'est-ce qu'on attendait comme type de compétences et comme type de soft skills de la part de nos animateurs. Et de ce fait, on a mis en place des ateliers qui nous ont permis de réfléchir, qui ont permis aux recruteurs de la direction des affaires scolaires de réfléchir sur les soft skills qui étaient attendus. Également, le gros travail a été d'harmoniser le processus de recrutement et de le rendre plus fluide, plus agile. Évidemment, lorsqu'on travaille avec une start-up, lorsqu'on travaille avec un outil comme je vais vous présenter, très innovant, très agile, il n'est pas question de mettre des mois derrière pour recruter les agents en leur demandant de remplir tout un tas de paperasserie. Donc, il a fallu également qu'on se repositionne sur les process entre services et également harmoniser les différentes conceptions et les différentes manières de recruter au niveau des services déconcentrés. Ça nous a permis également, ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, de professionnaliser le processus de recrutement et de ce fait de créer un vivier. Donc si on passe à la slide suivante, je vais vous parler un petit peu de cette start-up très innovante qui a gagné énormément de prix. C'est une start-up qui est un outil de pré-recrutement, donc j'insiste bien sur le terme de pré-recrutement. Le recrutement final se fait par des entretiens plus classiques en face à face. Et c'est évidemment la direction des affaires scolaires qui a le dernier mot. Et cet outil de pré-recrutement, il est basé sur les neurosciences. Une des fondatrices de Goshaba est docteur en neurosciences à Harvard. Et en fait, l'idée, c'est de déterminer nos besoins en matière de compétences transverses, donc de soft skills, de compétences douces sur le métier d'animateur et de traduire ces compétences douces sous forme de tests et de jeux en ligne pour être innovant, attractif et également fidèle à nos attentes et à nos besoins. Goshaba, c'est une solution qui nous a également intéressés parce que elle nous permettait de pré-recruter sans CV et justement pour éviter les biais que l'on peut avoir de manière totalement subjective qui peuvent être liés à la consonance d'un nom, d'une photo, d'un âge ou bien même d'une adresse. Donc Goshaba nous permet de pré-recruter sans avoir aucunement accès au CV de manière, du coup, on recrute de manière plus diversifiée, éthique et plus performante. Alors, comment se présente l'outil Goshaba? C'est la slide suivante. C'est d'abord des groupes de travail qui nous permettent de définir nos critères, nos besoins, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ensuite, nos besoins, c'est se mettre d'accord sur les différents soft skills sur lesquels on souhaite recruter. Par exemple, pour les animateurs, on a vraiment mis l'accent sur le fait qu'on souhaitait avoir des animateurs qui aiment les enfants, qui soient empathiques et qui soient garants de la sécurité des enfants qui étaient confiés à leurs soins. Ensuite, l'idée, c'est de diffuser les fiches de poste. Donc là aussi, diffuser les postes, c'était pour nous quelque chose d'important puisqu'on a dû modifier entièrement nos supports de postes et de diffusion de postes. On a communiqué de manière plus innovante. On a fait notamment une petite vidéo que vous pouvez voir sur paris.fr. C'est quoi le métier d'animateur? De quoi on a besoin? À quoi ça correspond pour vous, candidats animateurs? Et du coup, on s'est remis aussi en question sur ce qu'on attendait et comment on pouvait vendre les postes d'animateurs et rendre attractif cette fonction-là. Ça, on a été accompagné par Goshaba sur les conseils, sur les petites vidéos que nous avons faites, mais on les a faites en interne et on est assez content de ce qu'on a pu faire.
Ensuite, les postes sont diffusés sur paris.fr et sont directement liés à l'outil GoChaba. Et les candidats, on leur annonce qu'ils vont être pré-recrutés avec des jeux et des tests en ligne. Donc ces jeux-là durent à peu près une vingtaine de minutes. On les a validés, on les a présentés et testés bien évidemment à l'avance. Et ensuite, les candidats sont évalués. Et c'est GoChaba qui va classer les candidats en fonction des critères que l'on a définis et prédéfinis. Et c'est en fonction du classement de ces candidats que l'on va décider et déterminer qui on va convoquer pour les entretiens. Ceci de manière très agile, rapide et très intéressante, puisque on se retrouve à convoquer des candidats dont on n'a pas le CV en main. Et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les différents services des affaires scolaires qui font passer les entretiens. Alors, on a eu beaucoup de candidats qui se sont présentés et qui ont testé alors là, vous voyez, vous avez la page de paris.fr qui vous présente cette page qui présente comment on va recruter. Et si on clique sur postuler, on a accès aux jeux et aux tests en ligne. Et puis, en passant par cette page, on a également accès à la petite vidéo qui présente ce qu'est le métier d'animateur. Là, vous voyez sur cette slide comment les critères, vous pouvez changer de slide si vous le souhaitez, je vous remercie. Donc, sur la slide des critères, vous voyez comment on a déterminé les différents critères qui nous semblaient les plus importants et comment ensuite les candidats sont triés et sont classés en fonction de ces critères-là. Donc, on a eu plusieurs dizaines, voire centaines de candidats qui ont testé et qui ont répondu à GoChaba, via GoChaba à nos annonces. Donc, ça, c'est pour la direction des affaires scolaires. Ces candidats, il y avait un petit biais qu'il fallait éviter, c'est-à-dire que si les tests et les jeux en ligne étaient trop longs, le risque, c'est que les candidats s'arrêtent en cours de route et qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout du recrutement. Donc, on avait beaucoup travaillé avec GoChaba pour avoir les tests qui paraissaient les plus complets et qui nous permettaient d'arriver aux soft skills qu'on attendait, tout en évitant justement qu'ils durent trop longtemps. Donc, on s'était mis d'accord sur des tests et des jeux en ligne d'une durée de 20 minutes. Et d'après GoChaba, leurs data scientists et leurs neuroscientifiques qui travaillent avec GoChaba disent que cela correspond aux tests classiques que l'on pouvait avoir pendant une époque, aux tests d'une durée de 3 à 4 heures. On a pu pré-recruter et recruter plus d'une centaine de candidats. On a pu pré-recruter plus d'une centaine d'animateurs. On s'est rendu compte qu'on avait des candidats plus diplômés, plus motivés et qui correspondaient plus à nos attentes. Des candidats qui étaient allés jusqu'au bout de ce recrutement innovant et qui étaient déjà très, très intéressés par le métier et qu'on espère pouvoir fidéliser et garder un petit moment. Alors, il faut savoir qu'avec le problème du coronavirus, on a arrêté les recrutements et que nous allons les reprendre dès que les choses seront rentrées à peu près dans l'ordre pour la rentrée de septembre 2019. Et pour terminer sur cette première expérimentation du pré-recrutement d'animateurs des affaires scolaires, il faut savoir que les choses se passent tellement bien et les recrutements sont tellement intéressants pour nous que l'expérimentation qui était axée sur 5 circonscriptions de la ville de Paris va être élargie à toute la ville de Paris, donc à toutes les circonscriptions des affaires scolaires de la ville de Paris, pour un déploiement intégral, de manière à ce que le recrutement se fasse en totalité sur le territoire parisien. Voilà, donc ça c'était pour le recrutement d'animateurs vacataires. Maintenant, je vais vous... 5 minutes, il y a déjà pas mal de questions. C'est bon, je me dépêche. Donc juste parce que c'est important aussi, en parallèle, on a mené la deuxième expérimentation à la direction des finances et des achats
Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas une direction qui est très glamour. C'est pas une direction à laquelle on se dit tiens, je vais tout de suite aller postuler. Et en interne, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'agents qui pouvaient bouger en interne et qui ne s'autorisaient pas de venir postuler à la direction des finances et des achats pour la raison qu'elle ne semblait pas très attractive. Donc, pré-recruter en mobilité interne une quarantaine d'acheteurs, de budgétaires ou de comptables de catégorie A, B et C, c'était le but de cette expérimentation qu'on a lancée en novembre 2019 avec les mêmes, alors évidemment d'autres critères, d'autres soft skills, mais exactement les mêmes process, exactement les mêmes besoins et l'envie de montrer à quel point la direction était attractive. Là, aujourd'hui, sur les 30-40 profils que l'on souhaitait recruter, on est en train de valider à peu près 10 recrutements. Ceux-ci, malheureusement, aussi ont été interrompus à cause de la crise du coronavirus. Mais là aussi, c'est pertinent. On arrive à faire venir des agents qui ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir des compétences douces qui leur permettaient d'être bons budgétaires, bons comptables ou un bon acheteur public. Et pour conclure, juste avant de passer aux questions, je voulais vous dire qu'on a gagné 2 trophées avec cette expérimentation, les trophées d'innovation Startup DRH portés par AEF Info en novembre 2019, à la fois pour notre capacité à recruter de manière innovante, et on a gagné aussi le Grand Prix du recrutement innovant parce qu'on a pu montrer à quel point la marque employeur et le recrutement RH avaient été impactés et transformés en interne et avaient fait évoluer l'organisation du recrutement à la ville de Paris. Voilà. Je peux répondre aux questions. Alors parfait, merci beaucoup pour cette intervention. En effet, on a quand même plusieurs questions. La première, vous avez commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure en parlant des profils qui étaient issus de ces nouveaux tests de recrutement, mais on avait un participant qui se demandait si certains services avaient été surpris par des types de profils auxquels ils ne s'attendaient pas, au-delà de l'engagement peut-être supplémentaire ou de l'empathie présentée par certains. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu surprendre dans les profils sélectionnés? Dans la mesure où on cherche des compétences douces et non plus des profils types avec des compétences très techniques, on n'est pas étonné. On cherche des compétences, donc on a pu avoir de très jeunes animateurs comme des moins jeunes ou des personnes qui n'étaient pas très loin de la retraite. On s'était préparé à ce type de surprise, si vous voulez, sachant que n'ayant ni les CV en main, ni les biais auxquels malgré soi, on est conduit, on savait qu'on risquait d'avoir quelques étonnements, mais on a fait confiance à l'outil et de toute façon, on a toujours recruté les animateurs qui étaient en haut de la pile via Gochaba. Très bien. Et on a une question aussi qui est revenue à plusieurs reprises et qui était de savoir un petit peu si vous pensiez étendre cette expérimentation sur d'autres types de profils, au-delà de l'étendre sur d'autres services, mais sur des profils peut-être un peu plus d'encadrants, etc. Alors, on réfléchit effectivement alors, les profils d'encadrant à la direction des finances et des achats, je vous ai dit que ça, on pouvait tout à fait, on l'avait fait, on y avait pensé. Mais effectivement, on est en train de réfléchir, mais c'est vraiment une réflexion qui est très au tout début sur le pré-recrutement de contractuels cadres, voire cadres supérieurs. Le tout après, c'est de coller avec les attentes de certains cadres supérieurs pour qu'ils acceptent de passer ce genre de tests et de jeux en ligne. Vous verrez, c'est des petits carrés, des petits ronds à mettre. Enfin, c'est compliqué. Hein. On a fait tester ça auprès de notre haut encadrement. Il y a des fois, c'est très compliqué à résoudre comme sujet, même s'il faut classer des ronds, des carrés, les faire passer d'un endroit à l'autre. C'est
aussi de la part des candidats accepter d'être recrutés d'une autre manière et de se dire que c'est valorisant pour eux. Très bien, et peut-être une dernière question, si on a le temps. Vous disiez que vous mettiez l'accent sur les compétences douces, et donc on a quelques participants qui se demandaient si voilà, les candidats sélectionnés avaient peut-être quelques lacunes en matière de compétences techniques. Vous leur proposiez un programme de formation après pour… Oui, tout à fait. Alors, chez les animateurs, c'est moins prégnant parce que ce sont plutôt des jeunes qui peuvent avoir le BAFA ou non. Hein, ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a recruté des jeunes ou des moins jeunes bien diplômés dans le domaine. C'était très prégnant pour les profils à la direction des finances et des achats, et c'est comme ça aussi qu'on a hameçonné en mobilité interne nos candidats. C'est de leur dire, vous êtes peut-être un très bon budgétaire et vous ne le savez pas, et donc passer ces jeux et ces tests en ligne, et évidemment nous vous formons, vous avez les compétences pour devenir un bon budgétaire, un bon acheteur ou un bon comptable. Nous allons vous former pour pouvoir ensuite être efficace et être en poste très rapidement. Évidemment, ça c'est une chose à laquelle on s'est engagé pour pouvoir faire venir le maximum de candidats possible. Eh ben, merci beaucoup. C'était très dense, c'était passionnant. On termine donc ce webinaire de l'École du Management des Ressources Humaines de la DGFP. Merci beaucoup, Madame Franck-Manfredo. Merci beaucoup à tous les intervenants de cet atelier. Un dernier mot en conclusion, il est 17h, donc je pense que vous allez chacun vous déconnecter. C'était une expérimentation d'un séminaire EMRH distanciel qui a été inédite et qu'on souhaite renouveler. Donc, il y aura un nouveau webinaire sur le sujet du management qui sera le 19 juin. Donc, vous recevrez bien sûr toutes les invitations. Et dans la foulée de ce webinaire d'aujourd'hui, on va vous envoyer un certain nombre de documents qui ont été évoqués au cours des différentes présentations. Et puis, un lien vers le replay de ce webinaire afin que vous puissiez soit le revoir si vous le souhaitez ou en tout cas le partager avec d'autres de vos collègues qui n'auraient pas pu y participer. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve au prochain webinaire donc de l'EMRH. Merci beaucoup.